Quand on parle de la lutte pour l'indépendance au Burundi, la plupart des personnes pensent à ceci. Les méchants, avec leurs acolytes, et les bons. Mais cela n'est pas aussi tranché. Malgré les relations compliquées avec la tutelle, savez-vous que Rwagasore et l'UPRONA ont bénéficié du soutien de certains Belges? C'est ce que nous apprend l'historienne Christine Delaurier. Alors en fait, il n'y a pas eu énormément de Belges qui se sont impliqués dans la politique burundaise nationale, si j'ose dire, mais quelques-uns ont formé des groupes de conseil autour du prince et notamment dans l'UPRONA. Alors d'une manière générale, sur l'ensemble des 26 partis politiques au Burundi, il y a trois partis qui indiquent comme conseillers de leur parti ou comme commissaires, ça dépend des partis, des conseillers européens. L'UPRONA justement, qui a officiellement 2 commissaires européens. Mais il y a aussi en fait tout ce qui est officieux, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler les éminences grises des partis. Et là, pour le coup, l'UPRONA a été relativement bien servi. Et ces soutiens peuvent être classés en 3 catégories. Premièrement, des avocats. Ces derniers étaient assez importants. Ils étaient appelés le clan des avocats par les agents de la sécurité coloniale, une branche du service de renseignement belge dédiée aux colonies. Christine Delaurier nous parle principalement de 4 avocats. Il y avait en fait 4 avocats qui étaient assez importants. Le plus important, c'est Willem van der Planken, qui était officiellement commissaire de l'UPRONA. Il y avait aussi Louis Ganshoff, un autre avocat. Frédéric Jamard, qui a eu un rôle essentiel, je pourrais revenir un petit peu plus tard dessus. Et enfin, maître Marcel Balthus. Donc, c'est 4 avocats, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de barreau, il n'y avait pas d'avocats burundais. Donc, c'était des avocats auprès de la cour du tribunal du Rwanda-Urundi ou du tribunal en appel du Rwanda-Urundi. Ces 4 avocats donc étaient parmi un certain nombre d'avocats du barreau du Rwanda-Urundi et ont eu une action vraiment essentielle. Alors c'était pas vraiment une influence disons morale ou idéologique, puisqu'en fait l'UPRONA avait déjà sa propre idéologie, mais ça a été énormément d'aide et de conseils juridiques. En parlant aussi du soutien belge à l'UPRONA, Christine Delaurier évoque aussi les architectes. Donc parmi les architectes, il y avait, j'ai cité tout à l'heure la démocratie nationale du Burundi, il y avait un certain Victor Gray sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais qui était donc officiellement conseiller dans les statuts de ce parti assez proche de l'UPRONA, hein, c'est pour ça que j'en parle, et aussi un autre qui s'appelait Fernand Dussoulier, qu'on surnommait Dussoulier Saint-Simon, qui a énormément participé à la rédaction de tracts, de notes de prospection. Par exemple, on lui doit une note prospective sur la création d'une armée nationale au Burundi en février 60, qui plus tard a été en fait prise en compte par le gouvernement souverain et indépendant pour constituer l'armée nationale du Burundi. Et bref, on disait que ce Dussoulier Saint-Simon était extrêmement proche aussi du Mwami Mwambutsa et qu'il en était le conseiller personnel. Donc voilà, c'est une sorte de personnalité dans l'ombre. Troisièmement, des indépendants ou des patrons d'entreprises commerciales. Il y a tout d'autres personnages, dont Franz Medner, qui était le directeur de la société Oldis, que tout le monde connaît encore à l'heure actuelle, qui a été président de la chambre de commerce du Rwanda-Urundi, donc c'est l'équivalent de la chambre de commerce aujourd'hui au Burundi, et qui avait été très emballé et très enthousiasmé par le discours qu'a fait le prince Rwagasore le 25 août 60 devant la chambre de commerce, où en fait le prince rassurait les investisseurs, les Européens, les gens qui avaient des firmes commerciales, en leur disant c'est pas parce qu'on va avoir l'indépendance qu'on va tous vous mettre dedans, nationaliser les biens, etc. C'était des choses que les entrepreneurs privés craignaient en fait, qu'on mette la main sur leurs activités. D'autres étaient comme Léopold Bossard, un indépendant, on ne sait pas trop de quoi il vivait, probablement de ses rentes. Il avait autrefois été directeur d'une firme commerciale à Bujumbura,
Bujumbura, puis il avait été correspondant quelque temps de la Libre Belgique. Alors lui aussi s'est fait connaître pour de nombreuses prises de position en faveur de l'UPRONA, et notamment il a été à l'origine d'une campagne médiatique très importante et assez suivie finalement par beaucoup d'Européens au moment où le prince Rwagasore a été mis en résidence surveillée. Là, il y a eu une série d'articles, notamment sous la plume de Léopold Bossars, qui se sont indignés du sort réservé au prince Rwagasore. Enfin, un autre personnage important, c'est un certain Tonder. Il avait des accès faciles à la cour et il était assez proche de Rwagasore. Il était aussi connu dans les fichiers de la sûreté comme un soutien actif des mouvements nationalistes du Congo et du Rwanda-Urundi. Et Léon Tonder, il se trouve qu'en fait, il était important pour l'UPRONA parce qu'il avait une firme publicitaire, une firme commerciale qui s'appelait Allo Publicité et qui était donc chargée de faire des publicités pour différents événements dans Bujumbura, enfin Usumbura à l'époque, et qui, lui, en fait, donnait, donc il avait de quoi imprimer des tracts et il avait aussi du matériel pour faire des meetings, des micros, des véhicules, etc. Donc lui, il a fourni une aide logistique extrêmement importante, logistique et publicitaire à l'UPRONA. Que faut-il donc retenir de tout ceci? Si la tendance aujourd'hui est de pointer du doigt l'ensemble de l'ancienne métropole pour les crimes commis, il ne faut pas aussi oublier ces Belges qui n'ont pas hésité à prêter main forte aux nationalistes dans ce qui a été peut-être appelé à l'époque un acte de trahison.